Le rendez-vous de la presse. Bonjour, bienvenue chères auditrices et chers auditeurs pour la première édition de l'année du rendez-vous de la presse, en effet. Et avant de vous présenter nos invités et d'entamer nos différents sujets d'échange, une pensée bien sûr pour notre confrère Gabriel Gallion qui nous a quittés en fin d'année dernière. Une pensée empreinte de beaucoup de peine à l'idée que nous ne ferons plus de rendez-vous de la presse avec lui. Nos invités, donc Francette Rosamond, directrice de Interentreprise. Bonjour. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Bonjour. Vraiment, le plaisir est complet. Et il est partagé. Olivier Ernest Jean-Marie. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Bertrand. Bonjour les invités. Bonjour la Martinique. Et peut-être surprenant pour vous, Christian Ursulé. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Alors c'est vrai qu'à cette table du rendez-vous de la presse, il n'y a pas de journaliste, mais enfin il y en a une, bien sûr. Jamais poumonne. De journalistes hommes, je voulais dire. Il y a une journaliste femme, voilà, j'essaie de me rattraper comme je peux. Mais il y a deux personnes que nous avons invitées parce qu'elles s'expriment. L'un a l'habitude de le faire déjà depuis quelque temps. Christian Ursulé va nous raconter, nous dire justement pourquoi il a décidé de sortir un petit peu de sa réserve, de sa discrétion, alors qu'il a pris sa retraite ancien directeur de l'ARS de Martinique. Vous étiez soumis, c'est vrai, à un devoir de réserve pendant un certain temps à la prise de cette retraite. Et puis, vous avez publié un texte. C'est pourquoi nous avons choisi de vous inviter. Parce que de temps en temps, nous voulons donner aussi la parole à des citoyennes ou des citoyens. C'est un terme auquel est très sensible aussi Francette Rosamond, qui s'exprime sur la marche de la société martiniquaise. Voilà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous souhaite à vous tous, bien sûr, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Voilà. Les miens de même. Et puis, comme j'ai eu l'occasion de le dire sur une chaîne, que notre Martinique, ça pèse un peu. Et puis surtout parce qu'elle est sortie, comme je dis, un peu fatiguée de cette année 2017 avec des secteurs quand même clés qui sont un peu à l'arrêt. On voit le BTP, on voit l'énergie, on voit le tourisme. Enfin, là, il y a des bateaux, mais bon, heureusement qu'il y a eu des cyclones à côté, quoi. Donc, etc. Et donc, ouais, je crois qu'il est temps de remettre un peu sur le haut du panier l'imagination, c'est-à-dire je sillonne la Martinique régulièrement et les autres îles et ouais, il y a plein de choses à faire et on n'a pas besoin forcément de beaucoup d'argent. Francette, nous y viendrons, c'est même la plus grande partie de cette émission, c'est bien pour ça que nous avons invité aussi Olivier Ernest Jean-Marie et Christian Ursulé, parce qu'ils ont exprimé un certain nombre de souhaits, de vœux eux aussi, pour les prochains mois et les prochaines années. Mais avant, on reste sur l'actualité toute brûlante, et notamment cette semaine, ce pan d'un flanc de la montagne Pelée qui s'est effondré, une sorte de gros glissement de terrain, avec des éboulis, coulées de boue, effondrement de pierres. On désigne ça par le terme de lahar. Je ne crois pas que ce soit scientifique. Olivier Ernest Jean-Marie, vous nous disiez juste avant de commencer l'émission que c'est un terme, vous nous disiez, qui vient de la langue indonésienne. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Des lahars, donc des coulées de boue. Alors, c'est sur le flanc du volcan, mais c'est pas complètement d'origine volcanique, même si ce sont des pierres volcaniques qui s'abattent. En tout cas, ce matin, très clairement, le responsable de la météo, M. Decrès, disait que ce n'est pas une activité sismique. C'est des coulées de boue, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, on regarde, il y a beaucoup de pluie en ce moment sur la Martinique, sur l'arc antillais d'ailleurs, et qui sont accompagnés, bien entendu, de roches volcaniques, vu que c'est un volcan, quoi. Mais c'est vrai que le phénomène est tellement spectaculaire, parce qu'on voit bien, quand on regarde les photos prises par les drones, c'est vraiment tout un pan de la montagne qui s'est affaissé, et c'est vrai qu'il faut mieux pas être dessous, quoi. Ouais. Christian Ursulé, par rapport à cet événement naturel, quelle est votre appréciation ? Alors, moi, je suis un peu stupéfait de l'importance de ce phénomène-là. Honnêtement, quand j'ai vu les premières images, je ne savais pas que c'était en Martinique. Avec cette espèce de vague qui découle de la rivière du Pêcheur, j'ai admiré le pont en me disant, bon, ce pont, et franchement, là, coûte bon, quoi. De l'eau pas qu'à y passer en lait, quoi. Et puis, quand j'ai vu les images, notamment les images d'hier soir, je ne sais pas si vous avez vu de nuit,
eh ben, il faut remettre en cause cette perspective-là. C'est-à-dire que je me dis, mais ils sont à 4 mètres du pont maintenant, enfin les boues sont à 4 mètres, elles peuvent passer dessus, quoi. Donc c'est impressionnant, comme Française dit, ce sont des milliers de tonnes probablement. On peut évaluer ça, peut-être qu'ils sont descendus. Faut pas oublier qu'on est dans une île fragile, quoi, une petite île fragile avec beaucoup d'argile dans la terre, enfin des montagnes, des falaises, avec des cyclones, houles, séismes, encore, je sais pas, il y a des épidémies, hein, il y a des risques permanents. Donc s'organiser, et moi je crois que, je ne vais pas être plus long dessus, mais apparemment, les autorités, la population, elles montrent un certain exemple là, sur le prêcheur. C'est-à-dire qu'il y a un comité de crise qui réunit un peu tout le monde, la mairie, la CTM, si j'ai bien compris, et l'État. La population est informée, il y a des systèmes d'alarme. Bon, voilà, quoi. J'espère que ça n'est pas un signe précurseur de plus grave concernant la montagne. Oui, espérons-le, souhaitons-le vivement, Olivier, Ernest, Jean-Marie. Oui, alors d'abord, je veux exprimer toute ma solidarité avec la population du prêcheur, que je connais bien. Je veux aussi saluer l'action de Marcelin Nadeau, qui quand même a bien joué son rôle, de maire, d'animateur, de protecteur aussi de sa population. Et je veux aussi dire ici que ça doit nous rappeler un peu plus d'humilité, face à la nature. Et se dire aussi que on vit dans un écosystème qui est fragile. Et qu'il faut aussi que chacun de nous, on puisse se préparer à faire face à tous ces risques-là que nous vivons, auxquels nous sommes exposés. Et puis je veux aussi attirer l'attention de la population sur la diffusion de fake, d'informations qui ne soient pas vérifiées. Aussi, il faut qu'on fasse très très attention, et dans certains s'amusent à se faire peur ou amusent à faire peur aux autres. Et sur les réseaux sociaux, on est tous responsables de pouvoir relayer ou pas une information. Et si on sent qu'une information est dommageable, il faut stopper, il faut casser la chaîne et prendre sa responsabilité de ne pas perpétuer ce type d'information-là. Oui. Et puis il y a un danger latent aussi, c'est qu'à force de comment dirais-je, de faire ces fake news, comme vous dites, ces fausses informations finalement, quand elle sera exacte, peut-être que... vous voyez, c'est l'histoire c'est Pierre et le loup. Voilà, vous l'avez pris dans ma bouche, Christian Sully. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à force, certains pourraient se dire, il dit ça, c'est comme la dernière fois, alors que ça pourrait être très sérieux. Mais enfin, bon, voilà, c'est une des incidences possibles de ce type de comportement. Absolument. En fait, c'est toute la question de savoir garder son sang-froid, parce qu'on oublie trop rapidement, ou on semble oublier qu'on est sur un élément qui s'appelle la Terre, qui fait ce qu'elle veut, quoi. Quand elle a envie, elle fait un raz-de-marée. Quand elle a envie, elle bouge. Quand elle a envie, et encore plus par chez nous, où on cumule tous ces risques. Et si en plus on met là-dessus de l'inconséquence, parce qu'il y a des mots qui partent dans n'importe quelle direction, attendez, c'est de notre responsabilité, quoi. Et il faut être conscient des conséquences et garder son sang-froid, quoi. Très bien. Donc, concernant le dispositif qui a été mis en place, vous pensez qu'effectivement, là, il y a eu une réactivité quand même, semble-t-il, assez rapide, efficace. Il y a une cellule de crise, c'est ce que Christian Ursulé disait tout à l'heure, hein, et l'alerte à la population, surtout, a été très très vite déclenchée. Et on a vu aussi que l'information a été portée au plus près. Oui. Et puis elle est tout le temps. On a aujourd'hui des remontées sur, enfin des communiqués sur ce qui se passe. Donc on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Absolument. Moi, je crois à l'expérience, franchement, de dizaines d'années de gestion de crise, à la tête de l'ARS. Oui. Me fait dire qu'il faut un certain nombre de choses qui sont du bon sens, encore une fois, pour réussir à gérer des crises qui peuvent être, on ne sait pas, demain, après-demain, ce que ça va donner, mais c'est vraiment l'organisation, avec à sa tête des responsables, ou en tout cas un responsable qui, à un moment donné, appuie sur un bouton, prend une décision et assume derrière. C'est toutes les compétences réunies ou en liaison pour que l'efficacité puisse être sur le terrain. Et c'est, troisièmement, la communication avec la population pour que les choses soient fluidifiées, que les gens soient responsables, soient informés parfaitement, et on n'est pas responsable si on n'est pas informé. J'ai l'impression, en tout cas c'est ce que j'ai constaté, je connais très bien Marcelin Nadeau, que je remercie, que je félicite et que je soutiens dans cette situation-là. Je ne l'ai pas eu en direct, mais j'ai l'impression, vu à distance, que les conditions sont réunies dans ce cas-là. Oui.
Alors, bon, espérons qu'effectivement les choses vont rester en l'état. D'ailleurs, on annonce, parce que comme c'est éminemment lié aux pluies, on nous dit que les choses devraient, en principe, quelque peu s'améliorer avec effectivement le temps qui s'arrange aussi, quoi, avec un peu moins de pluie. Mais bien sûr, je pense que l'observation sera de mise, l'observation fine et précise sera de mise, au moins pour les prochains jours, sinon les prochaines semaines. Nous passons à l'autre sujet de cette semaine, enfin que nous avons retenu dans l'actualité de cette semaine. C'est la reprise de rencontres autour du transport en commun en site propre, le TCSP. Voilà, maintenant que Martinique Transport est aux commandes de l'organisation globale du transport en Martinique. Les discussions donc se sont poursuivies sur 2 jours cette semaine, entre Martinique Transport d'une part et la CFTU d'autre part, pour régler les derniers détails, nous dit-on, techniques et financiers de ce TCSP, qui, malgré une date annoncée, ne va pas finalement rouler comme dans les conditions commerciales, je dirais, prévues la semaine prochaine, pas à partir du 15 janvier. Je sais pas si Louis Boutrin, pour le citer, je sais pas s'il s'est peut-être pas fait un peu piéger à devoir annoncer une date finalement comme ça, et puis bon. De toute façon, on peut se poser la question. C'est un démarrage attendu, vu que je crois que nulle part ailleurs on a un investissement qui a été fait, qui est là. Investissement lourd en plus. Et que depuis 2 ans ça fonctionne pas. Et il y a un vrai sujet quant à la pérennité économique de l'histoire, parce que pendant 2 années, il n'y a pas eu d'entrée d'argent et pourtant les traites ont continué à tomber. Et moi, je crois aux ruptures stratégiques pour arriver à redonner un allant à ceux qui étaient partis un peu Comme vous parlez des investissements, je rappelle 432 millions d'euros. Voilà, ceux qui ne le sauraient pas, une bagatelle. Et ça à l'esprit. Une bagatelle. Et donc, moi, je pense que vraiment, pour réconcilier le politique avec la population, ou la population avec le politique sur un sujet pareil, et puis surtout avec tous les inconvénients, enfin bref, voilà. Il serait peut-être judicieux de penser à mettre ce transport gratuit et à revoir le système économique de ce truc-là. Parce que franchement, il y a quelque part un pardon à demander à la population sur ça. Parce que ce n'est pas comme une sorte de geste. Non, ce n'est pas un geste commercial. Aujourd'hui, l'exploitation du TCSP dans la mouture qui a été votée et sortie de terre n'est plus rentable. Parce que c'est tellement déjà obéré dans tous les coins. Il y a 2 ans sans exploitation. Vous connaissez quelque chose comme ça ? Un investissement avec 2 ans sans retour sur investissement, ça n'existe nulle part. Donc il faut reprendre Donc, faut tout revoir. Il faut revoir l'exploitation le dispositif d'exploitation, parce qu'il faut que les gens se réapproprient cet outil-là et arrêtent de prendre leur voiture. Et la seule manière de le faire, parce que les gens, entre-temps, ils ont acheté des voitures, ils ont trouvé d'autres moyens. Le seul moyen que je vois de le faire, c'est de retravailler ce système gratuitement en ayant une politique offensive de communication pour expliquer aux gens qu'ils gagnent véritablement du temps en n'étant plus coincés sur l'autoroute. Parce qu'il y a un vrai sujet là. Et c'est un sujet non seulement sociétal, mais économique fort. Les zones sont bouchées. Il faut vraiment comprendre qu'il y a un vrai souci. Christian Ursulé, vous faisiez un rapport avec un exercice budgétaire d'un hôpital quand j'ai parlé de cette somme des investissements qu'il y a eu pour la réalisation du TCSP, 432 millions d'euros. Oui, quand j'ai entendu ça, il y a 2 chiffres qui sont venus à mon esprit. C'est que c'est quand même un petit peu plus important, si je comprends bien, que l'ancien budget de la région, déjà, et que ça correspond à peu près au budget annuel du CHU de la Martinique, sans l'aide exceptionnelle de 93 millions qui est donnée cette année. Ça correspond à 1 an de fonctionnement de l'ensemble du budget. C'est considérable. Comment vous mettez ça le bout ? Et donc François a raison. Vous pensez bien que si ça n'était pas un investissement public, ce serait déjà mort. Non seulement le projet serait mort, l'entreprise et les entreprises qui le reportaient, mais tous les sous-traitants, etc. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un cataclysme financier et économique de ce seul fait. Donc moi, ça m'inspire. Je voudrais dire 2 choses sur cela.
le TCSP, et pas le TCSP en tant que tel, simplement la mise en place d'un transport public pour la population martiniquaise est une nécessité fondamentale. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de développement économique sans un progrès considérable sur cela. Ah oui, mais il y en a perdez pas votre fil, juste pour vous dire, j'ai entendu en fin d'année dernière Maître Hauteville, le bâtonnier Hauteville, président de l'Institut des droits de l'homme de la Martinique, dire que qu'il considère que c'est un droit humain, économique élémentaire. Exactement. Enfin, c'est le droit d'aller et venir. Voilà, donc c'était pour vous dire. Et je signale en passant que les embouteillages, c'est pas simplement de l'emmerdement, quoi. C'est vraiment des conséquences économiques considérables. Et de santé. De la perte de temps, de la perte d'énergie, bon, c'est tout ce qu'on veut, de la consommation de gazoil, de la vente de voitures inutiles, etc. Et puis de santé. Le nombre d'AVC, le nombre d'IP attendus, le nombre de machins, tout ça, c'est lié. Et donc, c'est un coût phénoménal pour la société martiniquaise. Bon, je rappelle, il me semble qu'il y a des années, même avant une première mandature de l'actuel président à l'ancienne région, il y avait eu, moi j'avais négocié en tant que responsable syndical à l'époque, et d'une partie des taxis collectifs en tout cas, à l'époque de Marc Fulvar, on avait négocié ensemble sur un projet qui avait été discuté avec le tracé était fait, et tout ça. Tout ça a été remis en cause, les cartes ont été totalement rebattues, on a perdu 10-15 ans. Bien. Et là, même avec ce TCSP, quand on arrive, le projet est fait, les installations sont faites, bon, il me semble que, étant un outil fondamental pour la Martinique, il n'y avait pas de politique à faire dessus. C'est mon sentiment. Les choses sont là, il faut y aller. Il faut y aller le plus vite possible si on met l'intérêt de la population avant. Donc l'intérêt de cette population aujourd'hui, ça sera un pas en avant si ce transport démarre, mais ça ne va pas résoudre le problème. Il faut aller très vite dans les extensions, il faut aller très vite dans le transport maritime. Peut-être qu'il est difficile à faire vers le sud parce que la mer c'est trop compliqué, il faut des bateaux qui seraient trop chers et tout. Mais aller vers le Lamentin, du Conseil rivière salée, une espèce de pont comme on voit dans certains pays qui vont et viennent avec des bateaux qui permettent de désengorger cette nationale qui va vers là, ça serait faisable. Et là encore, je rejoins ce que François a dit, il n'y a pas de transport public réel, c'est-à-dire qu'il peut partir de 5h du matin jusqu'à 23h le soir parce que les gens vont au cinéma, jusqu'à minuit, sans subvention massive. Ça peut être d'ailleurs gratuit, effectivement, dans certains pays, ça l'est. Oui, de plus en plus de villes françaises le mettent gratuit. Ça l'est. Donc, il faut évidemment que la puissance publique se projette sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, fasse le travail à faire pour améliorer cet outil au service du développement. Sinon, il n'y aura pas de développement. Très bien. Olivier Ernest Jean-Marie, spontanément, votre commentaire, votre réaction. Je dirais en tant que citoyen ordinaire, un simple citoyen, il n'y a pas de quoi être fier. Il n'y a pas de quoi être fier de notre classe politique, qui travaille sur ce projet-là depuis une vingtaine d'années, voire en plus. Et puis, il n'y a pas de quoi être fier de nous-mêmes. Donc, c'est un échec collectif pour vous? Oui, c'est un échec collectif. C'est un échec collectif. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut acter que c'est un échec collectif de la classe politique, mais aussi des citoyens qui ne se sont pas mobilisés, qui ne se sont pas appropriés. On ne leur a pas permis, on ne leur a pas donné la possibilité d'exprimer leurs besoins. Ce sont des techniciens, des élus qui ont fait, qui ont défait, qui ont refait, voilà. Et je suis pas fier. Très clairement, je suis pas fier. Je sais pas comment ça va évoluer. Et je suis assez perplexe. Alors, justement, quand vous dites que vous ne savez pas comment ça va évoluer, ce qui a été dit d'emblée à l'ouverture de cette réunion entre Martinique Transport, représenté entre autres, mais bon, c'est lui qui menait, disons, qui était le chef de file de Martinique Transport, le conseiller exécutif Louis Boutrin, et le président de la CFTU, ou en tout cas ses équipes techniques, il a été dit qu'il ne s'agit plus de tergiverser, au regard de l'investissement, etc., effectivement, et du temps, que ces négociations, parce que c'est considéré comme des négociations entre Martinique Transport et CFTU, parce que c'est la CFTU qui est désormais délégataire de Martinique Transport, c'est ça. Nous n'allons pas prolonger ad vitam aeternam ces négociations. Si jamais il n'y avait pas d'accord, il y a une clause résolutoire qui est prévue et qui permet de résilier unilatéralement pour des motifs d'intérêt général le contrat. Donc voilà. Donc, oui. Non, mais ce juridisme exacerbé est très fatigant. Franchement. Alors, on ne fait que ça. Il y a ça. Donc, il y a ce préalable qui a été mis. Et on a entendu ce matin le président de la CFTU, Alain Alfred, dire il nous faut revoir parce que
les horaires, les tickets. Enfin, on n'avait pas fait notre plan sur cette base-là. On a d'autres données, donc il faut qu'on refasse notre plan d'exploitation, notre plan de marche. D'où l'impossibilité de faire démarrer quoi que ce soit la semaine prochaine. Bon. Donc on est là pour au moins quelques semaines, voire peut-être quelques mois. Non, mais je ne sais pas qu'est-ce que l'Europe va en penser, mais comme disait Olivier, on n'a pas de quoi être fier. Et franchement, l'élu qui a sorti cette clause résolutoire, c'est pas digne. C'est pas digne, j'ose le dire, parce que c'est... attends, il n'avait pas vu ça depuis... Non, attends, mais non. Il a l'air de dire arrêtez de faire du blocage, quoi, en quelque sorte. Si vous bloquez, moi, je vais résilier votre contrat et on va créer une régie, on passera par une régie, c'est-à-dire qu'on prendra tout en main. Voilà. Donc c'est peut-être encore un peu de politique derrière. Non, aussi. Mais pour l'instant, ce dossier-là n'a été que politique et c'est là qui est vraiment dommage. Si on regardait que ce sont principalement des femmes, des mères au foyer, des enfants, des jeunes qui se déplacent et qui prennent le TCSP, et c'est pas les élus qui ont leur chauffeur, qui ont leur etc. Eh ben on aurait déjà résolu ça. Et c'est là que je redis, ce n'est pas acceptable d'avoir des préalables comme ça, encore aujourd'hui, à prendre tant de temps. Il faut sortir ce truc-là de terre. Il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Martinique Transport a fait savoir à la CFTU qu'elle attendait les justificatifs des coûts qui ont été multipliés par 2 dans la facture de la marche à blanc. Bon, par exemple, voilà encore une chose qu'il faudra... Non, mais c'est bien pour ça que je vous dis, mon préalable est tout à fait légitime. C'est que ce dossier-là est tellement plombé dans tous les sens que ça vaut le coup qu'on fasse une... Voilà, on met tout à plat et puis on se dit maintenant, c'est gratuit, débrouillez-vous, je veux que ça fonctionne. Et normalement, nous avons des instances qui sont chargées de donner une direction très fondamentale, eh bien, qu'ils endossent leurs responsabilités vu qu'ils l'ont voulu. Et qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on va se cacher derrière un juridisme et derrière des contrats. Quelques mots encore là-dessus, Christian Ursulé, oui Non, sur le contexte là qu'on vient de décrire. Je rejoins ce qui a été dit. Hein. Si vous voulez bloquer, vous trouvez toujours des moyens de bloquer avec des arguments qui ne tiennent pas la route, quoi. Moi, je sais que quand on est responsable, on prend ses responsabilités et on fait des dossiers avancés. Que l'on travaille nuit et jour, on trouve les personnes compétentes, on les met au boulot, on met des équipes au boulot et on avance. Hein. Donc, quand ça bloque, c'est qu'il y a des responsables qui bloquent et que ça arrange quand c'est bloqué, qui ont des intérêts. Qui ont des intérêts que ça n'avance pas. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors moi, je veux dire que non seulement ça doit avancer, mais je répète que pour la Martinique, c'est loin du compte. Je sais qu'il y a un boulot qui est fait dans beaucoup de communes, etc. Mais la connexion entre ça, le transport maritime qui doit se développer, et surtout aujourd'hui, le transport urbain des communes qui doivent aller chercher les gens dans les campagnes pour les ramener au bourg, etc. Si on n'a pas les moyens, et je comprends, si on n'a pas les moyens de faire un truc au top, eh ben, on peut faire un transport le matin, commencer par ça, et un retour le midi et un retour le soir. Après, on passe à 2-3 transports, à 4 ensuite, etc. On a un plan sur 5-10 ans. Mais il n'y a pas de raison que la Martinique reste dans le Moyen-Âge, de ce point de vue, par rapport à des îles à côté. Je suis allé à Barbade, je vous dis. Pour le boulot, d'ailleurs. J'allais à Washington pour l'OMS. J'étais à Barbade, j'ai coincé un soir. Je me retrouve dans un quartier que je ne connaissais pas bien, d'ailleurs, et j'avais l'adresse de là où je devais aller et tout. Je vois des dizaines et des dizaines de bus chargés de gens aller dans les villages, dans les communes, dans les campagnes, etc. Et j'ai demandé ma route, finalement, et quel bus je devais prendre. J'ai pris, et il était à 20h30 le soir. Pour quelle raison les Barbadiens sont plus intelligents, plus avancés que nous? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Cette situation, cette absence d'organisation de transport collectif, de transport en commun en Martinique, c'est peut-être même un des arguments. Moi, j'ai entendu des jeunes me dire que... dont certains, les parents n'avaient pas les moyens de payer une voiture, etc., qui m'ont dit, vu comment les transports sont en Martinique, je vais partir, je m'en vais, parce que je ne peux pas fonctionner. C'est un vrai sujet. Le soir, je suis bloqué, etc., etc. Olivier Jean-Marie, c'est un des éléments qui peuvent contribuer aussi à certains exodes, notamment de la part des jeunes. Que ces difficultés-là ne renforcent pas l'attractivité du territoire martiniquais, pour dire autrement, pour les habitants et pour les investisseurs. Bon, ben voilà. C'est dit, messieurs, nous verrons comment va se dérouler la suite de ce feuilleton, comment seront les prochains épisodes du feuilleton TCSP, et comme je le dis à chaque fois, qui ne fait vraiment pas rire. Non. Voilà, c'est pas un feuilleton, ou alors feuilleton comique dans le mauvais sens du terme.
Allez, on passe à vos contributions, à vos vœux, vos aspirations pour cette année, vos conseils, vos préconisations, voilà. Et on commence par vous, Christian Ursulé. Oui, nous vous avons invité, parce que la dernière fois qu'on s'était rencontrés dans un contexte comme ça, c'était pour un face à la première. Vous étiez encore directeur de l'ARS, vous étiez sur le point de voir votre mandat se terminer, hein, vous alliez passer à la retraite. Alors, vous vous étiez exprimé sur les questions, les problèmes de santé publique en Martinique, puis vous nous aviez dit, bon voilà, je suis soumis à un certain devoir de réserve, je ne peux pas tellement parler d'autre chose. Bon. Et que même après la retraite, je le répète, vous aviez une période de 6 mois, je crois, ou un an encore. 6 mois. 6 mois. Entre-temps, les 6 mois sont passés. Alors, on ne va pas vous demander des détails de votre vie privée, mais dites-nous un petit peu quelle est votre vie de retraité, puisque vous êtes quand même quelqu'un de connu en Martinique. Vous avez rappelé que vous aviez d'abord eu une activité syndicale très importante. Vous étiez secrétaire général de la CDMT notamment. Et puis, vous avez fait votre carrière au sein de la santé publique ici ou là, en Martinique, mais ailleurs. Et puis, vous êtes revenu comme directeur de l'ARS. Et depuis que vous n'êtes plus directeur, depuis que vous êtes à la retraite, mais une retraite active, on l'a bien compris, voilà, en tout cas, ça vous va bien. Vous avez bonne mine, vous avez bonne mine déjà. Hein, ça vous va bien, la retraite. Déjà, on peut vous le dire. Bon, écoutez, moi, je vais vous dire... alors, je tiens à préciser une chose, parce que c'est extraordinaire. Les gens, beaucoup de gens en Martinique ont toujours pensé que j'étais syndicaliste, que c'était mon boulot, quoi. Que j'étais payé pour ça, ou que j'étais votre métier, quoi. Ou que j'étais permanent. Je suis peut-être l'un des seuls secrétaires généraux de l'époque. Enfin, je parle de Ghislaine, de Barpulvar, je travaillais à temps plein. J'ai toujours été inspecteur de la DAS à temps plein. D'accord, des affaires sanitaires et sociales, après avoir fait l'école de Rennes, l'IEP, l'Institut de sciences politiques, etc. Donc, je n'ai jamais été syndicaliste à temps plein. Mais c'était une responsabilité que je prenais, parce qu'à l'époque, il y avait des choses extraordinaires en Martinique, quoi. Enfin, les droits à congé, les heures de travail, enfin, je me souviens, dans l'hôtel, c'était 48 heures de temps de travail par semaine, c'était un jour de repos, etc. Enfin, bref, je suis rentré dans un engrenage et j'ai assumé ces responsabilités pendant 20 ans que je n'ai même pas vu passer. Bon, alors, j'ai été après, effectivement, dans des fonctions de direction, aussi bien en Guyane, en Haute-Loire, ici des SES, et après, avec la mise en place des ARS, j'ai eu la chance d'être nommé directeur général de l'ARS pour faire un travail considérable qu'il y avait à faire, en ignorant au moment où j'étais nommé, effectivement, que ce CHU qui, dans ses comptes, présentait un déficit de 12 millions, en réalité avait déjà, pour le seul CHU de Fort-de-France, un déficit de 87 millions au lieu de 12 millions, et quand on rassemblait ça avec le Lamentin et tout, on arrivait à 160 millions de déficit, Lamentin et Trinité, je veux dire, ensemble. Hein. Et on en est venu à l'administration temporaire. Et la direction de l'époque ne savait même pas qu'ils étaient en cessation de paiement. Je me rappelle de conversations que j'ai vues avec Daniel Grillam. En décembre 2010, il découvrait qu'il n'y avait pas de croix payée, acheter les médicaments, etc., parce qu'ils étaient en réalité en cessation de paiement. Donc, personne en France n'a jamais affronté un tel problème. Alors, je ne reviens pas dessus, etc. Donc, après, j'ai fait ce que j'avais à faire, notamment à côté, parce que tout le monde pense que la santé publique, c'est le truc. Non, c'est l'hôpital. Non, il y a les autres hôpitaux qui ont été construits. Hein. Le François est neuf, enfin, il y a plein de choses qui ont été faites. Les maisons médicales n'existent pas, on les a créées. Les maisons de santé pluridisciplinaire n'existent pas, on les a créées. Il y a 1000 lits à peu près 850 qui ont été créés pendant que j'étais là, dans le domaine du handicap, et presque autant, 500 et quelques, dans le domaine des personnes âgées. Ça n'a jamais été fait avant. Enfin, il y a toute la prévention également, tout le travail. Bref, je passe dessus. Après, écoutez... oui, parce que ça occupait beaucoup de votre temps. Mais beaucoup de mon temps, donc après... Alors après, vous ennuyez pas, là. Vous ennuyez pas, ça allait bien trouver des choses pour pallier... Non. Alors, j'ai fait 3 choses, en fait, en réalité, sans rentrer dans le détail. J'ai fait 3 choses. Ma vie privée, que je n'avais pas vu le temps passer. Donc, je me suis occupé de ma famille, de bricolage, etc. Ensuite, comme tout le monde fait, et vous ne voyez pas le temps passer. Hein. Après, écoutez, c'est désolé à dire, mais j'ai dû moi-même me soigner pendant un temps assez long. Et également, je pense que je n'ai peut-être jamais travaillé autant, parce que j'ai le temps intellectuellement de le faire. Voilà.
pour tout ce que je n'ai pas eu le temps, pour préparer des choses que j'ai envie de faire comme contribution à la Martinique sur beaucoup de terrain, quoi. Et bon, voilà, je continue à le faire. Très bien. Alors, on continue avec vous, ensuite on passera, juste pour dire, donc voilà, vous avez publié un texte, une tribune, qui a été donc publiée dans France Antilles, c'était en fin décembre, c'est bien ça, en deux fois, si vous voulez. Je crois que c'était 19 et, décembre, ouais, voilà, 19 et 21 décembre, me semble-t-il. Voilà. Donc, un texte intitulé... Alors, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails, Christian Ursulé, parce que malheureusement, on n'en a pas le temps. On ne pourra pas faire l'exégèse complète, mais pour une nouvelle éthique... Donc, éthique, c'est, on va dire, un bon comportement moral, quoi, pour une nouvelle éthique de l'engagement et du comportement des élus politiques en Martinique. Pourquoi avoir voulu faire... D'abord, pourquoi l'avoir écrit, et pourquoi l'avoir fait publier aussi, pour que le plus grand nombre en Écoutez, ça me paraît très simple. Je pense que comme beaucoup, voire la grande majorité des Martiniquais, j'ai été tout simplement stupéfait, quoi, choqué d'entendre les propos d'élus, notamment du président, non pas de la CTM, si je comprends bien, mais enfin du conseil exécutif de la CTM, des propos publics, relayés après par la grande presse, concernant des gens avec lesquels je croyais qu'ils travaillaient en parfaite entente, avec une orientation, un programme, etc., pour organiser et conduire cette expérience de la CTM. J'ai été stupéfait et je me suis dit que ça n'est pas possible. Je ne veux pas, moi, je me définis comme étant un militant du bien public à la Martinique, je ne veux pas, moi, que ça se passe avec mon assentiment. Je ne veux pas que ça se passe sans que je réagisse. Je ne veux pas que ça se passe sans que je dise... Alors, je vous lis, Christian Ursulé. À des lapidations anonymes par coup de gueule matinal interposé s'ajoutent aujourd'hui au plus haut niveau et sans retenue, condamnation sans jugement et immolation surréaliste. En attendant quoi demain? Et vous posez la question, pendaison, crucifixion, violence physique, inouïe à ce niveau. Voilà, c'est ce que vous avez écrit dans cette... Absolument, parce que je demeure persuadé que l'exemple vient d'en haut et que les élus doivent donner l'exemple. Et donc, c'est évident qu'on est sur une petite terre tellement en difficulté, on a tellement de choses à faire, encore une fois, c'est mon point de vue, que l'on peut évidemment, et il faut débattre. On n'est pas d'accord souvent, il faut débattre, mais il faut débattre dans le respect des personnes. Il faut débattre pour l'intérêt public, pas pour son propre intérêt. Moi, je ne crois pas. Je respecte tout le monde. Je disais que j'ai mené 20 ans de trucs, mais je n'ai jamais joué un patron, un employeur, moi. Je n'ai jamais porté à tête un outil du travail. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Je ne comprends pas ça. Et donc, j'ai lu avec une grande satisfaction, d'ailleurs, l'interview de Claude Lise dans Antilla, qui dit tout à fait ce qu'il faut dire. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais enfin, ils pensaient pouvoir travailler ensemble, pouvoir même, comme c'est fait en Corse, participer sans avoir droit de vote à la commission exécutive. Ça n'est pas fait. Il y a une volonté, et il le dénonce clairement, de centralisation et une conception du pouvoir unique qui ne peut pas permettre à la Martinique d'avoir un outil performant pour le développement de ce pays. Très bien. Donc voilà pour cette indignation citoyenne. Vous allez nous dire tout à l'heure ce que vous souhaitez, ce que vous préconisez pour qu'on en sorte, puisque vous parlez d'un sursaut de responsabilité, d'humilité et d'amour du pays. Vous allez pouvoir expliciter ça, mais ça rejoint aussi un peu votre préoccupation, Olivier Ernest Jean-Marie, oui, ce qu'on vient d'entendre là. Oui, tout à fait. Et moi, je salue l'initiative de M. Ursulé, qui, en tant que citoyen, en tant que militant du bien public, comme il se définit, s'insurge contre cet état de fait-là. Et là encore, c'est une situation dont on ne peut pas être fier. Ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine politique, le spectacle que nous donnent nos politiciens. Et vous avez cité donc la sortie du président du conseil exécutif, mais on aurait pu citer aussi la sortie du maire de Sainte-Marie sur les charniers. On aurait pu aussi citer le comportement des élus en plénière au mois de novembre à la CTM. Bon, et puis on peut remonter très loin. Il y a beaucoup d'exemples très défavorables. Et moi, je partage l'idée que les citoyens doivent s'exprimer. Ils doivent sortir de leur silence. Parce que si on ne sort pas de notre silence, on devient complice. Et on devient vraiment même coupable de non-assistance à pays en danger. Et les élus
qui sont nos serviteurs, qui sont à notre service, qui sont au service du pays, doivent entamer le dialogue avec les citoyens. Et je prends, là, on est en janvier. Donc il y a 8 ans, on votait non pour le 74 et oui pour la collectivité territoriale. Et moi, ce que je constate, c'est que une fois qu'on a voté oui pour la collectivité territoriale unique, tout nous a échappé. Le mode d'organisation, le mode de scrutin. Et on a laissé faire les élus, parce qu'on leur a fait confiance, et le résultat montre qu'on a eu tort. Donc il faut aussi qu'on fasse notre autocritique, nous, les citoyens, qu'on se mêle un peu plus de nos affaires. Oui, donc ça va totalement dans mon sens. Absolument. Très bien. Francette Rosamond, alors... En fait, j'ai pris connaissance de ce texte parce qu'effectivement, après les joutes verbales des présidents, je me suis dit, ah non, j'ai fermé les écoutilles et j'ai raté cette publication et j'en ai pris connaissance juste avant de commencer l'émission. Et je ne peux que dire, non seulement je suis d'accord, mais c'est du bon sens, quoi. On est tous martiniquais, on est tous sur le même bateau. Et en plus, comme l'a dit Olivier, on ne peut pas être fier. Et je le disais tout à l'heure, la Martinique est sortie exsangue avec des secteurs stratégiques à l'arrêt, quoi. Monsieur Boutrin, comment peut-il être fier d'avoir une grève qui a duré sur un outil stratégique touristique de 70 jours, quoi. Je me dis, on apprend à gérer ça autrement. Enfin, pareil, j'entendais tout à l'heure à la fin d'une émission que la connexion avec Albioma et l'Eau-Galion n'était pas attendez, ça fait 25 ans qu'on parle de ça. Une usine comme ça ne sort pas de terre en 3 ans. Donc, c'est vraiment cette non, on n'est pas fier de cette inconséquence, quoi. Et je crois que de plus en plus, des gens vont prendre la parole, et c'est pour ça qu'il faut saluer, qu'il faut diffuser, et puis que de plus en plus, au-delà des coups de gueule, parce que c'est les coups de gueule le matin, des fois c'est raide, mais que des intellectuels, des gens qui ont la capacité de s'exprimer de manière pondérée, expriment des choses et font savoir à ces élus qu'ils arrêtent de nous tourner en bourrique et de donner cette image de notre pays, quoi. Alors, Francette, vous, dans un éditorial, vous en appelez à retour à l'homme, avec un grand H, et puis vous posez aussi, vous dites pourquoi avoir peur, donc vous en appelez aussi à vaincre c'est exactement, certaines peurs. Exactement, c'est parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils sont tellement hégémoniques dans tous les postes. Écoutez, je suis désolée, mais Monsieur Boutrin, je suis désolée de le citer, mais sur le transport, sur le tourisme, l'environnement, etc., c'est quoi ça ? Il n'y a qu'une seule intelligence à la Martinique qui a la capacité de gérer tout ça, de problèmes aussi différents et complexes. Donc on a l'impression, ça donne l'impression de cette hégémonie, et que du coup, ça nous rapetisse, nous, dans notre capacité de faire. Et c'est là que je dis, il faut se lever et reprendre son imagination et sa volonté et son courage, et de se dire, attendez, dans le coin où j'habite, j'ai la capacité de faire. Et je n'ai pas forcément besoin de tout votre argent. Parce qu'en plus, c'est pas votre argent. C'est l'argent, c'est mes impôts que je paye quand vous redistribuez. Alors, redescendez un cran sous terre, quoi. Redescendez. Et je pense qu'il y a plus de gens qui sont... Parce qu'il faut... Monsieur Ursulé le dit dans son papier, cette exemplarité, quoi. On peut faire n'importe quoi. On peut prendre l'argent public et puis après, on se piro. Non. Vous êtes condamnables, messieurs et mesdames, de faire ça. Et c'est pas parce que vous allez vous arranger entre vous que vous allez être élu qu'on peut manger cette soupe-là. Et je crois de plus en plus que des gens oseront le dire. Nous, on ose le dire. Moi, j'ose le dire. Ouais. Toucher à mon cheveu, je deviens une héroïne. Encore avec vous. Alors, vous avez aussi fait un exercice pour ce début d'année. Vous avez interrogé un certain nombre de personnalités du monde économique, un peu des de tout. Entrepreneurs, voilà, un peu de tout. Bon, voilà. Toujours un peu avec le même questionnaire. Comment s'est passé pour eux l'année 2017 comment ils ont apprécié s'il y a eu des changements, etc. Et puis, vous concluez à chaque fois quelles seraient les bonnes attitudes pour être encore là demain. Absolument. C'est votre ancienne, là, en ce moment. C'est absolument. Et nous continuons pendant tout le mois de janvier. Parce que justement, pourquoi j'ai décidé de faire ça ? C'est publié dans Interentreprise avec un relais sur le site de nouvelles publications sur le site tous les jours. Donc on rencontre encore du monde, on en a plein en ce moment. Là, je crois que c'est Philippe Négoué, il n'y a pas très longtemps. Là, qui a fait la FTP, la Fédération des très petites entreprises. Et qui explique justement que de plus en plus, les patrons de petites entreprises se rendent compte qu'il faut se restructurer, qu'il faut avoir une approche différente, etc. Pourquoi j'ai eu l'intuition de faire ça ? D'une part, il y a les assises de l'outre-mer qui sont en ce moment. Et on a l'impression que ce sera encore et encore et encore une
j'ai du mal à dire ça, mais une grand-messe où l'État viendra choisir 1 ou 2 sujets qu'il va décider de financer plus ou moins bien, et c'est lui qui fera les arbitrages. Donc moi, je me suis dit, faut arrêter avec ça, quoi. On va encore nous ressortir quelque chose. Donc, je vais voir le plus d'acteurs possible sur les 3 territoires en leur disant, nous sommes dans une période de transformation brutale. Peut-être les gens ne se rendent pas compte, mais de tous les coins, il y a des changements. Il y a les nouvelles technologies font entrer des gens de partout. Il n'y a plus de chasse gardée, etc. Par exemple, j'étais avec les industriels hier, et je l'ai entendu aussi sur la Guadeloupe, des industriels de la Martinique, et la même chose sur la Guadeloupe. L'octroi de mer ne projette plus personne. Donc, et en plus, là, il y a une renégociation à la fin du mois où peut-être le truc va exploser. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et aujourd'hui, la manière de se projeter, c'est quoi ? Tous, ils le disent d'une manière ou d'une autre, même avec des mots différents. C'est retravailler notre proximité avec le client ou avec ce que vous faites. Et deuxièmement, ce retour à ce service à l'homme. C'est pour ça que j'ai employé, c'est-à-dire de la prise en considération de l'individu en tant que tel et non pas de s'imaginer dans une machine qui nous boit. Et c'est en ça qu'effectivement, pour pouvoir retourner à ça, il faut du courage et se dire, attendez, je ne suis pas venu sur Terre après avoir fait tout ça d'années pour simplement être là en train de suivre un monsieur Marie-Jeanne, un monsieur Lise ou un monsieur Letchimi, etc. Non. Monsieur Untel. Monsieur Untel. Très bien. L'émission touche presque à sa fin. On a le temps encore. On a encore quelques minutes pour justement évoquer avec vous ce que vous proposez aussi, parce que vous voulez également être force de proposition pour aider la citoyenneté martiniquaise dans ce contexte. Christian Ursulé, donc je le disais tout à l'heure, selon vous, il faudra un sursaut de responsabilité, d'humilité et d'amour du pays pour révolutionner engagement et comportement politique en faveur du bien public martiniquais, justement. Et puis, vous décrivez un certain nombre d'exemples, d'éléments que vous auriez aimé voir mis au cœur de cette éthique à laquelle vous aspirez pour notre société. Voilà, alors, il y en a en tout 10. Voilà, 10. Alors, on ne pourra pas faire les 10. J'en ai sélectionné quelques-uns. J'avoue que c'est arbitraire, c'est subjectif. Mais par exemple, vous dites la démocratie n'est pas qu'un simple mot, mais un concept exigeant. Quoi encore qui m'a... la vérité n'est ni dans la tête d'un sauveur suprême, pas plus que dans l'expression angoissée des dogmatismes et des fanatismes. Ou encore, 6e point, politique et administration de gestion en symbiose et non en confusion des rôles. Alors voilà, si on peut synthétiser, résumer je pense tout ça, que vous n'avez pas pris ça sursaut de responsabilité. Ben non, évidemment, c'est pour... Vous savez, la démocratie, c'est vrai que c'est exigeant et que c'est un apprentissage et que c'est une bataille permanente. On peut aller à la dictature avec les meilleures intentions du monde, si on ne se prémunit pas contre soi-même, y compris. Je n'ai pas le temps de développer là, mais moi je crois que celui qui veut vraiment la démocratie, il doit armer son opposition. Parce que vous voyez, je vais jusque-là. Il doit armer. Il doit mettre en place les contre-pouvoirs. Armer dans le sens symbolique. Oui, dans le sens symbolique, bien sûr. Pas de l'armée, c'est-à-dire des armes à feu. Il doit donner les moyens à son opposition, voire à ses alliés. Quand j'entends Claude Lise, quand je lis Claude Lise sur Antille, encore une fois, dire je ne suis même pas invité à la commission exécutive. Mais comment vous voulez que ça fonctionne parallèlement, enfin en symbiose, avec une cohérence, etc. Si le président de l'Assemblée, qui doit organiser les débats, programmer les choses, n'est pas en symbiose avec l'exécutif, mais ça veut dire quoi ? Bon, donc je dis, la démocratie, c'est pas un mot, je suis démocrate. Non, ce sont les actes qui montrent si vous êtes démocrate. Et donc, il faut se prémunir contre toute déviance dès le départ, parce que la société de demain, elle se construit aujourd'hui, tous les jours, à tout niveau, dans les propos, dans les mots, dans les fonctionnements élus, partout, elle se construit. Je prends l'exemple, j'ai commencé exprès par une anecdote. C'est anecdotique, les coups de gueule du matin à la radio. Ça ne me dérange pas que l'on dise à la radio telle chose va mal dans tel quartier, à telle chose. Mais ça ne peut pas être anonyme, de mon point de vue. Je suis monsieur un tel, madame une telle. Je dis que, et vous allez voir que le langage des gens sera différent, si ça n'est pas anonyme. Je ne dis pas de ne pas leur donner la parole. Je dis ça ne doit pas être anonyme. On ne doit pas organiser et orchestrer, finalement, le léchage anonyme dans ce pays-là. Comme ça se fait aussi sur Internet, parce que l'anonymat sur Internet aussi autorise quelquefois bien des dérives. Oui. On continue, vous avez pris l'exemple de la vérité, c'est ça ? Oui, pour terminer, parce qu'il faudra conclure avec Olivier Ernest Jean-Marie, mais allez-y. Un mot.
Bruno, c'est quoi cette histoire que... alors, on est des Français... Ce pays, Pulvar m'avait dit une fois... Voilà, la vérité n'est ni dans la tête d'un sauveur suprême, pas plus que dans l'expression angoissée, Pulvar dit que la Martinique, c'est le pays au monde où, paraît-il, après Israël, il y a le plus de diplômés au mètre carré. On est un petit pays avec... Bon, alors il y a un mec, quoi. Une personne qui va dire que c'est ça qu'il faut. Et puis qui décide de tout, qui va se faire présenter tel élu par là, qui va faire telle chose par là. Il a la science infuse, il va contrôler toutes les factures. J'apprends que des directeurs de la CTM n'ont même pas de délégation de pouvoir en dehors de la capacité de signer un bordereau. Mais vous imaginez qu'est-ce que c'est. Bon, donc il faut vraiment prendre ce problème. Alors, la vérité, elle est dans le débat, elle est dans la discussion, elle est évolutive, elle est fluctuante, elle se construit en permanence. Elle n'est pas possédée par un cerveau super intelligent, aussi respectable qu'il soit. Et Dieu seul sait si j'ai eu de bons rapports avec tous les élus, y compris le président actuel de la commission exécutive, sur les questions de santé que j'ai rencontré plusieurs fois et avec lesquels je travaillais. Très bien. Ben voilà, quelques effectivement préconisations de la part d'un citoyen martiniquais. Autre citoyen de Martinique, Olivier Ernest Jean-Marie, ce sera pour vous le mot de conclusion. On vous a déjà entendu cette semaine, pas plus tard que jeudi dernier, sur votre concept d'intelligence émotionnelle. C'est ce que vous souhaitez aux Martiniquaises et aux Martiniquais? Oui, qu'on puisse acquérir quelques compétences en intelligence émotionnelle. Et pour changer il faudra vraiment synthétiser. Oui, non, mais très rapidement, c'est changer la manière d'exercer le pouvoir. Et la manière aussi de vivre le pouvoir. Et qu'il faut qu'on passe très clairement d'un pouvoir de domination, donc du pouvoir sur qu'on vit aujourd'hui dans les entreprises, dans certaines collectivités, au pouvoir avec, donc à la coopération. Et pour ça, ça veut dire que les personnes qui sont donc dans la relation du pouvoir, donc les personnes qui ont le pouvoir et celles qui subissent, doivent aussi changer d'identité et acquérir des compétences en intelligence émotionnelle pour pouvoir exprimer et nourrir un débat équilibré et fructueux. Merci madame, merci messieurs. Vous aurez l'occasion de revenir dans le rendez-vous de la presse. Bon, vous, bien sûr, Français Rosadon, mais de temps en temps, nous... On est si bien reçus. Voilà, merci. Mais de temps en temps, nous vous... C'était d'excellent niveau, franchement. Nous vous réinviterons... Olivier Ernest Jean-Marie et Christian Ursulé, pas forcément d'ailleurs ensemble, peut-être de manière alternative. Le rendez-vous de la presse revient la semaine prochaine, une émission qui a été réalisée par Claudine Eté-Lebiel. Allez, bonne suite des programmes sur Martinique, la première. Le rendez-vous de la presse.